ravie de vous retrouver pour cette première session du Débat Club. On a la chance, en adhérant à Débat Lab, de pouvoir participer à ces rencontres qui sont aussi un nouveau format en visio, a priori assez adaptable puisque le format déjeuner nous laisse a priori la possibilité de pouvoir se connecter, on l'espère en tout cas plus facilement et à distance. Et on est ravis d'ouvrir aussi cette année sur une thématique qui nous interroge tous, à savoir l'intelligence artificielle. Alors, je me présentais très rapidement, Marianne Riboulet, agence Sense. J'aurai le plaisir d'animer notre rencontre aujourd'hui avec Romain Moreau, également présent. Je salue la présence naturellement de Pascal Nicole, qui préside Débat Lab, qui était à l'origine aussi de ces rencontres et de cette proposition de nous réunir aujourd'hui sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, notre invité, Cyril De Souza, qui se présentera. On a la chance, dans le cadre de ces débats club, de pouvoir inviter des experts. Et je sais qu'on a besoin de se nourrir, puisqu'aujourd'hui, je pense que nous tous réunis ici, on a beaucoup de questions, beaucoup de sujets qui nous interrogent, et on a besoin de pouvoir amorcer, en tout cas, notre connaissance ou notre appréciation de ce champ de l'IA, pour voir dans quelle mesure il peut créer une opportunité ou un risque dans le champ de la concertation, comment générer des avis de plus en plus nombreux, comment mettre en compatibilité l'IA, qui est un champ pas encore totalement réglementé avec les exigences de nos concertations, elles parfois réglementaires, comment l'IA a ouvert aussi la voie sur des très grandes phases de consultation citoyenne et constitue finalement une condition essentielle à l'analyse des avis. Comment gagner du temps là où le temps est de plus en plus compté dans le cadre des projets. Voilà, c'est autant de questions que l'on se pose, non en tant que professionnel de la concertation, mais qu'on adresse aussi aux participants de la concertation. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de continuum de dialogue sur nos projets. Je pense qu'on en est tous parfaitement conscients. Et on sait aussi que l'accès à l'écrit, voire à l'oralité, interroge aussi la pratique et la contribution. Et là encore, l'IA va nous apporter certainement des solutions. Donc, encore une fois, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de commencer à rentrer dans ce sujet. Et je crois que Pascal souhaite qu'on ait un programme autour de cette thématique. Donc là, bon, on va considérer qu'on est un peu au début de l'histoire, Cyril. Et je vais vous laisser la parole peut-être pour vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce qui vous a amené aussi à vous intéresser au champ de l'IA, peut-être un peu plus spécifiquement sur nos thématiques à nous. Très bien. Je vais quand même dire un petit mot. Bien sûr, Pascal. Oui, juste un petit mot pour vous remettre un peu en perspective ce débat. D'abord, merci beaucoup à Cyril d'avoir répondu à notre demande. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années puisque Cyril a développé des chatbots qui pouvaient déjà peut-être à l'époque intégrer nos métiers, nos pratiques. Les débats clubs existent depuis quelques années, mais c'est le premier de l'année 2024 et je voudrais surtout saluer donc la nouvelle structuration de notre conseil d'administration avec Marianne Riboulet qui est maintenant vice-présidente donc en charge de l'événementiel et avec Romain Moreau qui va animer donc le débat tout à l'heure et qui est vice-président en charge de la formation. On voudrait effectivement déboucher à l'issue de cette première introduction, on va dire, sur d'autres événements de ce type autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas aussi des formations autour de ce sujet, des équipes autour de nous qu'on doit former, qu'on doit, je dirais, intégrer dans une démarche voilà, on va dire respectueuse en termes d'éthique, mais en tout cas, voilà, techniquement, qui doit tirer le meilleur profit de l'intelligence artificielle. Moi, je voulais juste te dire un petit mot sur le fait que nous sommes reçus lundi soir par Prisca Thévenot, la nouvelle ministre en charge du renouveau démocratique, et qu'on va parler justement d'intelligence artificielle avec elle, puisqu'elle est en train d'arbitrer les différents projets qu'on a pu soumettre au partenariat pour un gouvernement ouvert, qui est une démarche mondiale autour de l'ouverture des données et du débat public. C'est une démarche qui est essentielle aujourd'hui si on veut que l'intelligence artificielle soit utile aussi dans l'analyse de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'exprime autour de nous, dans les débats publics, dans les concertations, dans les démarches participatives. Voilà, je voulais juste mettre cet élément dans la discussion et je vais laisser donc la parole à Cyril tout de suite. Merci Pascal. C'est important effectivement de reprendre de la hauteur et de voir comment les croisements peuvent s'opérer à différentes échelles et c'était un éclairage fort intéressant pour que Cyril puisse prendre la suite avec sa présentation. Et puis, comme je disais, avant tout, peut-être se présenter et vous présenter, Cyril. Et puis ensuite, je crois que vous avez préparé effectivement un petit support. Ouais, je t'en dirai plus éventuellement tout à l'heure sur le projet qui nous occupe lundi soir avec la ministre. Tout à fait. À toi, Cyril.
Eh ben, ça marche, parfait. Bah, écoutez, merci en tout cas. Moi, je suis très content d'être là avec vous parce qu'effectivement, déjà, les sujets que vous portez, voilà, sont des sujets auxquels non seulement je crois et dans lesquels on a envie également de s'impliquer. Voilà, donc très content d'être là et effectivement, ça fait un moment qu'on échange déjà et qu'on travaille avec Pascal. Donc, juste vous dire, donc moi, je m'appelle Cyril de Souza Cardozo. Je suis le fondateur d'un groupe Polaria qui accompagne en gros la transformation des organisations, des territoires, des entreprises à l'ère de l'IA. Et plus spécifiquement de l'IA générative, on a à l'intérieur du groupe Polaria deux grandes entités. L'une qui fait du conseil en conduite du changement, formation managériale et formation autour de ce qu'on appelle le prompt engineering, savoir comment je m'empare des technologies d'IA pour savoir les utiliser, leur poser des questions, savoir en tirer le maximum. Et une autre entité qui, elle, développe des solutions. On développe notamment effectivement des chatbots. Aujourd'hui, à travers la France, un peu plus d'1,5 million de personnes utilisent nos solutions et on a dans nos clients le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale, des territoires comme la métropole de Nantes, le département du Gers, la ville de Clichy ou encore des entreprises comme voilà, Adidas, Michael Page, Grant Thornton. Voilà, donc un certain nombre d'acteurs. On intervient sur l'ensemble du territoire. Et je suis moi-même, donc moi j'ai un parcours d'ingénieur, plutôt expert en data et puis spécialisation en IA, qui m'a conduit finalement à fonder aujourd'hui ce groupe. Et je suis auteur de différents ouvrages. Et mon 8e ouvrage, je l'ai publié en fin d'année dernière, là, en octobre, et il s'appelle Le guide de l'IA générative. Et donc, je vais essayer de vous partager un certain nombre d'éléments sur le moment qu'on est en train de vivre. On s'était dit qu'on avait j'avais maximum 20 minutes pour à la fois vous présenter rapidement des cas d'usage et quelques réflexions clés. Comme ça, après, on a surtout de la place pour notre échange. Ça vous va? On parle Effectivement, si je n'avais pas précisé la temporalité, le timing, on avait prévu 1 heure. Si à 12h30, on peut basculer sur les échanges, c'est parfait. Si vous avez 5 minutes de plus nécessaires à la présentation, aucun souci. Voilà. Dans tous les cas, ça semble bien. Je vais essayer en tout cas de balayer le plus large possible pour essayer de… Mon but, c'est vraiment de brosser les cas d'usage, vous expliquer rapidement comment fonctionne ces IA et ensuite vous poser quelques réflexions sur effectivement ce qui est en train de se passer. À l'intérieur de ça, vous dire juste qu'en parallèle de Polaria, nous, on est en train de créer d'ailleurs une chaire de recherche sur l'impact de l'IA sur les organisations et le management. Donc, c'est vous dire aussi qu'on est engagé dans des démarches de recherche qui visent vraiment, non pas à s'interroger sur les aspects technologiques, et on a déjà des laboratoires avec qui on travaille d'ailleurs, qui font très bien ce travail-là. Nous, c'est vraiment sur l'impact de l'IA sur les organisations, le management, les process, et donc tout ce qu'on pourrait également d'ailleurs faire ensemble potentiellement avec des balles. Attendez, comme il y a eu une coupure, est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez toujours? C'est bon, ouais, c'est bon. Tout va bien. Merci. En vous entend, simplement la présentation pour l'instant n'apparaît pas. Mais… Est-ce que c'est bon? Non, on n'a toujours pas de présentation à l'écran. On a la copie de l'écran, c'est tout. On a copie d'écran, mais on n'a pas votre présentation. Ah, mais vous avez bien ici, par exemple, une vague technologique? Non, on n'a rien, on a un écran noir. Alors, attendez. Je remets. Je pensais que du coup, elle était en train de passer. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir juste changer à mon avis, je vais devoir faire fenêtre par fenêtre. Je vous partage d'abord rapidement. Est-ce que là, ça passe? Est-ce que vous voyez? C'est bon, ça va bien. Vous voyez là? Super. Donc, il faudra que je faire la démo. Donc là, vous voyez bien l'entreprise à l'heure de l'IA générative. C'est bon? Oui. Super. Bon, voilà. Donc, Managia, c'est la chaire de recherche que l'on va lancer. Et ce que je voulais rapidement vous dire, c'est qu'on est en train de vivre effectivement une vague technologique. Et je l'ai déjà parlé, on a déjà parlé d'ailleurs avec Pascal. Hein. Nous, quand on se réunit avec les experts de l'innovation, on a un consensus entre nous, c'est qu'à minimum, il faut revenir à l'invention d'Internet dans les années 50 pour vivre d'un point de vue technologique quelque chose d'aussi fort. Et avec une particularité, c'est que cette vague-là est en train de se déployer de manière encore plus rapide, ce qui veut dire que personne de son vivant n'a vécu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. 4 chiffres pour vous montrer cela. Ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à chacune de ces plateformes pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Netflix, 3600 jours, Facebook, la moitié. Quand TikTok a fait 270 jours, on s'est dit que c'était quasiment indépassable. En réalité, ChatGPT a battu ce record-là, puisque ChatGPT sort en novembre 2022 et atteint les 100 millions d'utilisateurs en janvier 2023, il y a maintenant un peu plus d'un an. 100 millions d'utilisateurs, vous noterez une chose, c'est que tous les logiciels ou les plateformes qui apparaissent ici sont soit des plateformes de réseaux sociaux, soit des plateformes de médias, de divertissement. Seul ChatGPT est d'une catégorie particulière
qui est une sorte voilà, d'outil potentiellement de productivité qui se retrouve là à être l'outil qui s'est le plus diffusé dans l'histoire. Autre élément, et ça va être important pour à la fois vous, pensez vos collaborateurs, vos clients, mais également effectivement tous ces gens qui s'investissent potentiellement dans les participations citoyennes. On est en train de vivre un moment où on change notre rapport à la technologie. Pourquoi? Parce que les IA génératives sont en train de se diffuser à un rythme beaucoup plus rapide que le smartphone et les tablettes avant. Ça, c'est important parce qu'en fait, les attentes des personnes vis-à-vis de ce qu'on va leur proposer technologiquement est en train de changer. Ce qu'ils vont attendre de production intellectuelle ou de production tout court va également évoluer. Et donc, on est vraiment dans une phase qui est en train également donc de s'accélérer et on n'a pas d'équivalent également dans l'histoire en termes de rapidité de diffusion. En termes de nombre d'utilisateurs, on est déjà à 250 millions d'utilisateurs des IA génératives. On était là, en tout cas l'année dernière, en 2023, 250 millions d'utilisateurs de l'IA générative à travers le monde. On sera plus de 700 millions à la fin de cette décennie. Donc, c'est vraiment également, en termes de rythme d'adoption, quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Et dernier élément, forcément, le marché mondial de l'IA qui, avant la fin de la décennie, va potentiellement prendre la direction de dépasser le PIB américain. Donc, on est vraiment globalement sur quelque chose qui est en train de constituer une vague, certains diraient même un tsunami. L'idée est donc plutôt de se dire, OK, face à cette vague technologique, comment? Et je vais m'en emparer. Et je vais revenir après sur quelques éléments pour vous dire, parce qu'on en est là aujourd'hui et vers quoi on est en train d'aller. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de nouveau et vous repartager cette fois-ci mon écran pour vous faire une présentation rapidement de cas d'usage. Ce que je souhaiterais pour poser bien les termes du débat, c'est que chacun ait une bonne vision de ce qu'on peut faire avec l'IA. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez mon interface de ChatGPT? Oui. C'est bon? Super. Oui. Donc, je me mets ici sur la version 4 de ChatGPT. Certains d'entre vous ont utilisé la version gratuite de ChatGPT, la version 3.5. On posait des questions, ça a marché des fois un petit peu et des fois pas trop. Ce que je veux vous dire, c'est que la version GPT gratuite, ChatGPT gratuite, ce n'est absolument pas, en tout cas, une bonne IA pour vous faire une idée de ce que c'est l'IA générative. Déjà parce qu'en termes de puissance, ça n'a rien à voir. La version 3.5, c'est 175 milliards de paramètres. La version 4, c'est 1800 milliards de paramètres. On est vraiment sur une comparaison de puissance entre une trottinette électrique et une Ferrari. Et surtout, derrière, l'autre élément, c'est que ChatGPT 4 est connecté notamment à des connecteurs qui, vous allez le voir, permettent de faire un certain nombre de choses. En parallèle de ça, je vous le mentionne, on va parler beaucoup là, de ChatGPT, c'est pour aller plus vite, mais ce n'est qu'une IA parmi d'autres. ChatGPT, d'ailleurs, représente 20% de part de marché sur les IA génératives. Vous voyez, il y a plein d'autres solutions derrière en parallèle. Alors, je vais ici commencer ici à faire rapidement un élément. Je lui dis, OK, on va faire d'abord une recherche web. Retenez une chose, c'est que quand on parle des IA génératives, par exemple, derrière le modèle, derrière ChatGPT, la version payante, il y a un modèle qui s'appelle GPT-4. GPT 4.5 même pour être précis. Ce sont ce qu'on appelle des modèles de fondation. Ces modèles-là, ce sont des modèles d'IA, des modèles d'intelligence. Ce sont ni des moteurs de recherche, ni des bases de connaissances. Une IA, quand vous l'utilisez juste en brut, déconnecté de l'élément apporté, eh bien, ce n'est pas un élément qui va être performant en soi. Il ne faut pas l'utiliser comme ça. C'est comme si vous aviez une intelligence, mais que vous ne lui donnez pas les éléments pour qu'elle puisse s'alimenter. Là, en l'occurrence, ChatGPT me permet d'avoir un module de connexion Internet. Et là, l'IA, du coup, est intéressant. Parce que si je lui dis, à partir d'une recherche web, écrit une note de présentation sur Débat Lab, dont le siège est basé où de Débat Lab? Est-ce que vous avez le… À Paris Centre, à la Maison des Associations. Dont le siège est basé dans le 3e arrondissement. À la Maison des Associations à Paris. OK, donc je dis ça à partir d'une recherche web. Donc vous voyez, je lui lance, je pose cette formulation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA part sur Internet, chercher des éléments. On va couper grâce à ça ce qu'on appelle les hallucinations. C'est-à-dire, il semble que j'ai rencontré un peu de technique, débat d'une association qui se concentre sur la promotion du débat public, la valorisation. Donc là, alors c'est intéressant. Il n'a pas réussi à accéder à votre site web. D'accord? Donc, a priori, il a eu un bug. Alors, je vais juste lui reposer, OK, retente une recherche plus large. Il a néanmoins produit une première définition.
Alors, il produit néanmoins une première débarration, sauf que ce n'est pas ce que je voulais. Alors, gros, pour vous dire pourquoi, parce que là, il a utilisé, typiquement comme il a utilisé un échec, là, il a écrit par rapport à sa propre base de connaissances. Sauf que ça, par définition, sa base de connaissances, elle est à jour de d'octobre 2023, non, d'avril 2023. Et donc, c'est typiquement ce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'il s'arrête là. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il aille vraiment chercher en ligne des éléments et qu'il me donne également les sources, d'accord, pour éviter justement les mécanismes de ce qu'on appelle d'hallucination. Bon, là, ça y est, il a réussi à produire une nouvelle note de présentation. Et là, en l'occurrence, pourquoi ça m'intéresse? Parce que du coup, je peux venir voir des éléments. Alors, bien sûr, ce qu'il peut écrire ici, ça peut être faux, parce que ça va dépendre de ce qu'il va trouver sur Internet. Mais au moins, j'ai une capacité de contrôle sur l'IA. Donc, ce que vous devez déjà comprendre, en tout cas avoir en tête, donc là, il n'a pas réussi à accéder à votre site. Alors, ce qui va poser d'ailleurs question, mais on en reparlera sur les thématiques de référencement. Mais vous le voyez, l'IA, donc déjà, c'est un assistant à la recherche qui me permet de m'assister dans n'importe quelle recherche. Ce qui va m'intéresser ensuite, notamment quand je suis du débat public, c'est de dire comment je vais utiliser sa maîtrise du langage pour venir réécrire les textes. Typiquement, si maintenant je lui dis, OK, réécris ce texte en utilisant un langage FALC, donc vous savez, facile à lire et à comprendre, bah oui, vous avez des fois des sujets techniques peut-être qui portent sur vos débats ou vos concertations et il faut les rendre accessibles. Bah, l'IA est particulièrement pertinente, performante pour venir réécrire des textes selon les contraintes qu'on lui donne. Donc, je peux venir l'adapter au profil qui est en face de moi, plus ou moins technique, si c'est un sujet, si c'est une personnalité qui est politique, si c'est des techniciens, si ce sont des gens du grand public, si ce sont des enfants, je vais pouvoir venir vraiment réadapter. Là-dessus, ayant en tête en tout cas une chose, c'est qu'il y a de grandes capacités de rédaction. Moi, je l'ai testé dans la rédaction. Aujourd'hui, l'IA surpasse les capacités de rédaction humaine si vous savez effectivement la orienter, en tout cas dans le bon sens, ou la bonne direction. Bon, vous comprenez le premier élément, donc je suis capable de lui faire de la recherche web, lui demander de reformuler des éléments. Souvent, j'aime bien réécrire les choses, par exemple, dans le style de Victor Hugo. Ben oui, l'IA a appris à reproduire le style de Victor Hugo. Comment? En utilisant ce qu'on appelle voilà, je vous montre juste ça, hop, réécrit dans le style de ce texte. En tout cas, le FALC était très bien choisi, Cyril, puisque c'est un sujet sur lequel on nous interroge de plus en plus. Ah bah très bien. Et voilà, là, tu as typiquement, c'est une application, je pense, qui nous intéresse en tout cas. Donc ça, c'est hyper important parce que comment l'IA finalement a appris, alors ça c'est un élément, c'est qu'elle a appris à écrire de manière statistique. Donc, on lui a déversé toutes les connaissances humaines et elle a joué à un jeu qu'on appelle l'autosupervision. En gros, elle a appris à reproduire des styles. Et quand vous activez la bonne expertise dans votre prompt, la machine est capable derrière de venir adopter une expertise. Et les études tendent à montrer que si vous activez les bons prompts, vous êtes capable de dépasser le niveau de 95% des experts dans n'importe quel domaine intellectuel. Donc, il y a vraiment ce domaine-là. Et là, vous voyez, il est en train d'écrire quelque chose dans le style de Victor Hugo. Et tout à l'heure, effectivement, dans le FALC également, il a cette capacité. Bon, ça, c'est pour la partie, on va dire, écriture, réécriture. Je l'arrête là, on ne va pas continuer. Derrière, dans les autres éléments possibles, tout ce qui va relever, bien entendu, de la synthèse de documents. Ça, c'est des choses qui peuvent également vous intéresser. Alors, je ne sais plus, j'ai eu, je crois que j'avais, est-ce que j'ai ça ici? Non, je dois avoir ça dans des mots. Alors, je ne sais plus, j'avais un rapport d'activité d'une association là, la semaine dernière. Bon, voilà, donc je lui dis, voilà, écris, voilà, synthétise ce document en 5 idées clés. Donc, tout ce qui va relever de la synthèse de documents, du résumé d'informations, eh bien, l'IA va pouvoir également venir intervenir. Alors, il met un peu de temps à charger le document. Je vais le recharger. Prenons le rapport d'activité. Sinon, j'insérerai un autre document pour voir. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, l'IA va être également là pour vraiment assister toutes ces dimensions de synthèse de documents, de résumé, avec des capacités de synthèse qui également surpassent du coup l'être humain. Alors là, en même temps, comme il met du temps à charger, je ne sais pas pourquoi il charge ici, il a du mal à charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer du coup une autre plateforme, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Moi, ça me permet de vous montrer qu'il y a d'autres modèles. Là, je vais sur Poe.com, qui est une autre IA, une autre interface qui permet d'accéder à plusieurs IA.
Le gros avantage, c'est que j'ai accès à GPT-4, mais aussi à également d'autres IA. Et là, en l'occurrence, alors je vais même utiliser l'assistant. Je vais y charger le même document pour voir si le rapport d'activité, il met du temps à le charger. OK, synthétise ce document en 5 idées clés. Hop. Donc, a priori, lui va être normalement plus rapide que l'autre dans son chargement. Alors, lui, il est parti aussi. Bon, hop, du coup, j'ai lancé. Et donc là, vous voyez, le document qui fait, je ne sais plus, une vingtaine de pages, c'est un rapport d'activité associatif. Alors, classique, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez bien voir. Ah ben, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir parce que du coup, j'ai partagé que mon onglet. Mais en gros, c'est un document PDF mis en forme avec des images, des mises en forme et autres. Voilà. Mais vous voyez la rapidité à laquelle il a accès. Sachez que ChatGPT est capable de synthétiser des documents jusqu'à 100, 150 pages et que, par exemple, des IA comme Claude, auxquels vous avez accès via Pouet, peut aller jusqu'à des documents de 500 pages. Donc, vous avez des capacités de synthèse de documents qui vont être très importantes. Je continue dans les cas d'usage. Tout ce qui va relever également derrière notamment l'analyse par exemple, de tableurs Excel ou autres. Bon, là, je vais insérer quelque chose qui a, voilà, disons, là, j'ai mis un business plan, mais on pourrait mettre, je ne sais pas moi, les statistiques d'analyse effectivement d'une enquête. Et si je lui dis, OK, analyse ce document, il va venir m'analyser le document. Il est capable lui-même de produire d'ailleurs des graphiques. Il est capable également de produire des tableurs Excel. Donc, toutes ces choses-là, vous avez aujourd'hui la capacité de venir, en tout cas, le faire avec l'IA. L'idée, c'est de se dire que l'IA devient un vrai assistant du quotidien qui va avoir cette capacité finalement à produire des analyses de documents, synthétiser des documents. Et vous allez me voir produire finalement lui-même. Donc là, par exemple, il me dit qu'il y a différents éléments à l'intérieur. Très bien. Donc, il y a notamment le chiffre d'affaires. Et si je lui dis, OK, créer la courbe du chiffre d'affaires, hop, donc je lui donne cet élément-là à produire. Alors, il n'a pas fini encore dans son analyse. Hop, voilà. Donc, je lui demande ça. Je lui demande de faire la courbe, il va me le produire. Et si jamais je lui dis, j'aimerais que maintenant tu me produises un document, une analyse où tu augmentes de 25% ce chiffre d'affaires, ou que tu me fasses une analyse croisée de tel ou tel autre élément, eh bien, l'IA va également avoir cette capacité-là. D'accord ? Et donc, il le fait d'ailleurs en tout cas de manière importante. Alors, je ne sais pas pourquoi il a un peu. Il y a eu une erreur, data du tout. OK. Je vais lui redemander de reproduire ça. Ici. Tac. Donc voilà, donc en tout cas, tous ces éléments-là, ce que je vous ai en tête, même si là, il semble avoir une difficulté temporaire, en tout cas, vous dire que toutes ces dimensions d'analyse de documents, de production d'éléments textuels, de production de texte, en tout cas, ou autres, sont en tout cas possibles. Vous voyez là, il a produit la courbe. Je reviens ici, imaginons que je reprenne donc mes 5 idées clés. Autre élément, c'est tout ce qui va être assistance pour vous, pour la production notamment de documents. Donc là, je me mets sur une autre IA. Je me mets ici sur gamma.app et hop, si jamais je me mets ici, je souhaite par exemple générer un document à partir d'une note écrite, tout ce qui va être mis en forme de document. Donc là, vous voyez, je clique uniquement sur créer. Il va me demander ce que je veux faire à partir de quoi. Là, je lui dis OK, à partir d'un texte que je lui ai collé, j'aurais pu insérer un fichier ou autre. Là, je lui dis à partir d'un texte, je colle. Je peux lui dire, tu vas me créer là, c'est une présentation de type PowerPoint ou un document mis en forme de type Word ou une page web. Là, je vais faire une présentation. Je clique sur continuer. Il y a différents paramètres ensuite de paramétrage à l'intérieur. Là, je vais toucher à rien. Je lui demande de continuer. Et j'aurais pu préalablement enregistrer ma charte graphique pour venir m'assister. Et si je clique ici, ensuite sur générer, bon là, je vais choisir la charte graphique par défaut. Et donc, si je clique sur générer, il va venir mettre en forme tout seul finalement la note que j'ai écrite selon les indications que je vais lui donner. Donc, tout ce qui est mise en forme d'enquête, de documents, tout ça va également facilement accessible à la machine. Voilà pour cette partie-là. Et donc là, je le laisse tourner. Tout à l'heure, Pascal a parlé d'une autre dimension, et je vais vous le mentionner ça aussi. C'est tout ce qui va relever des bots. Aujourd'hui, sur ChatGPT, vous avez ce qu'on appelle donc les GPTs. Et à tout moment, vous avez la possibilité vous-même de créer un bot très facilement. C'est-à-dire, donc, il y a différentes entités. Alors, je ne vais pas rentrer là dans la configuration. Mais si, par exemple, vous aviez demain, vous souhaitiez créer un bot qui répond aux questions des personnes sur, je ne sais pas moi, une concertation. Il vous suffirait de venir ici, de donner un nom à votre bot, lui donner une description, lui donner des instructions.
si vous souhaitez qu'il réponde, et de lui donner les documents à partir duquel vous souhaitez qu'il réponde. Et ensuite, les personnes pourraient utiliser potentiellement ce bot pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent au sujet, par exemple, de votre sujet. Et vous pourrez même aller plus loin. On peut très vite paramétrer ce type d'outil pour qu'il devienne un assistant à l'enquête ou à l'interrogation, à la conduite d'éléments. Tout ça va également facilement s'automatiser. Bon, voilà pour les choses que je voulais montrer rapidement. Pour rester dans le timing qui est le mien, je vais rapidement repasser sur ma présentation. Hop, et sur donc, la présentation, vous faire un point sur, effectivement, finalement, les cas d'usage qui existent aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, alors je passe le détail, là j'aurais pu vous montrer comment aussi on fait de la traduction automatique, potentiellement, ça c'est aussi intéressant dans le message. Là, par exemple, typiquement, j'ai une vidéo où je parle en chinois et tous les coordonnées. Cette vidéo, bien entendu, je ne l'ai jamais tournée. Elle a été entièrement générée par IA. L'IA aujourd'hui est capable de générer un avatar de moi qui parle dans n'importe quelle langue de coordonnées. Tout ça pour vous dire que dans les cas d'usage, ce que vous devez avoir en tête, j'ai essayé de répertorier une grande partie des cas d'usage qui sont disponibles. Rédiger des notes, des textes, des ouvrages. Lire, résumer, synthétiser, comparer des documents, conduire des recherches sur Internet, analyser ou créer des tableaux de données, générer des images, très simple, générer des documents, générer des designs d'interface, créer des vidéos ou des montages vidéo, on peut même générer des vidéos. Et en fait, ça, c'est qu'une partie, parce que si je voulais aller plus loin, en réalité, il faudrait aller beaucoup plus loin. Vous avez des outils par exemple, qui assistent à vos réunions, produisent la synthèse automatique de vos réunions. Vous allez pouvoir générer du code informatique très simple. Là, j'utilise ChatGPT. Je vous demande de me mettre en forme ensuite le document pour que dans un code HTML ou CSS, il va également y procéder. C'est pour ça que moi, j'utilise cette remarque. Vous voyez bien mon écran, vous me confirmez? Oui. En plein écran, ce serait mieux. En plein écran, ce serait mieux. OK, j'essaie. Est-ce que là, vous le voyez en plein écran, là? Voilà, alors qu'est-ce qui est à la portée de l'IA? On le voit. Qu'est-ce qui n'est pas à sa portée? Donc, c'est parfait. Très bien. Et donc, du coup, voilà. Donc, on arrive là. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette dimension où aujourd'hui, les cas d'usage sont larges. Et en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce qui n'est pas à la portée de l'IA? Et en réalité, aucune production intellectuelle humaine. Avec un élément que je veux insister là-dessus, on n'est qu'au début de la vague technologique. Là, vous avez une production où on voit en haut un prompt que j'ai donné, donc une commande que j'ai donnée à une IA productrice d'images en avril 2022. En dessous, la même commande en avril 2023. Et vous voyez l'amélioration d'IA en un an, ce qu'elle produit. Donc, imaginez que c'est le rythme aujourd'hui d'amélioration de ces IA. Donc, on est vraiment tout début de la vague avec plein d'aspects qui apparaissent parce qu'il y a l'automatisation des objets connectés, l'interconnexion, les IA multimodales, l'IA hybride. Et je passe toutes des choses qui sont en train de s'accélérer. Pourquoi? Parce que c'est un domaine technologique où il y a énormément d'investissements et des enjeux géopolitiques. Derrière ça, j'aurais pu vous parler de plein de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Je ne vais pas trop m'arrêter là, mais en gros, vous dire que dans les 3, 5, 10 prochaines années, ce sont les tâches intellectuelles qui vont être automatisées et que les tâches à valeur ajoutée sont plutôt les tâches manuelles et les tâches d'interaction humaine. Ça, c'est intéressant quand je conduis une concertation, un débat. Où est-ce que va se produire finalement la valeur de ce que je produis? Est-ce que c'est dans les tâches finalement intellectuelles qui sont facilement automatisables ou est-ce que c'est plutôt dans notamment les espaces d'interaction humaine? Je passe ces éléments-là et je vous partage quelques réflexions. Dans les conférences, j'ai bien partagé 9 réflexions autour de l'IA. Là, je vais vous partager juste quelques points clés qui vous concernent plus précisément. Moi, je ne pense pas que vous allez être remplacé par une IA, mais vous pourriez l'être par quelqu'un qui la maîtrise. Ça, c'est le premier élément, mais ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer. On a un sujet sur les compétences. Je passe cette dimension-là. Autre élément qui me semble important, on rentre dans une ère conversationnelle. Typiquement, les IA là sont en train de se déployer. Ce n'est pas d'ailleurs vous qui allez aller à l'IA, mais c'est les IA qui sont en train de se déployer. Elles sont en train de se déployer dans les moteurs de recherche, dans les suites Office, et on a des nouveaux outils qui vont même peut-être disrupter les smartphones. Elles sont en train d'intégrer nos voitures. La DS est équipée, Renault va être équipée. Et cette année sort le Samsung S24, retenez-le, qui va me permettre d'avoir de la production automatique. C'est-à-dire que je peux appeler quelqu'un en Chine et entendre le chinois me parler en français et lui m'entendre en chinois. D'accord? Donc ça, ce n'est pas des choses qui arrivent demain. Donc vous imaginez, tous ces sujets-là également va avoir un impact important sur notre temps. Bien sûr, tout ça s'inscrit dans un ensemble d'enjeux éthiques qui sont importants, qui vont se décliner forcément dans les sujets d'ailleurs de débat. Je pourrais le dire aussi au niveau de l'organisation. Je mentionne un point là-dessus. Notamment, il y a eu une expérimentation qui a été conduite sur 2 IA, l'une qu'on a entraînée par du Wikipédia chinois, l'autre
à partir de Baidu. L'un est censuré par la Chine, l'autre pas. Et quand on posait des questions ensuite à l'IA, la première associait le terme de démocratie à la prospérité et au développement humain, et l'autre au chaos. Donc on voit qu'il y a un enjeu culturel et que nous-mêmes, on doit se poser cette question, comment on va faire vivre nos valeurs à l'intérieur de ces technologies qui vont nous permettre d'accéder à la connaissance. Et j'aurais pu vous partager plusieurs choses sur les modalités de déploiement de ces IA et également sur les perspectives potentielles que la science semble dessiner et qui vont être le fruit avant tout de choix. Mais je vais m'arrêter là pour plutôt passer au temps d'échange avec vous. Bien, un grand merci Cyril. Je vais laisser ensuite Romain animer notre temps d'échange. En tout cas, vous dire que vous avez en un temps record, en tout cas, vous nous avez permis d'ouvrir le champ des possibles. On avait certainement, en tout cas pour ma part, une vision très restrictive. Je pense qu'on partage au sein de la profession une certaine aussi appréhension à savoir comment se saisir de l'IA, alors même que notre valeur ajoutée se crée et se fonde aujourd'hui sur notre capacité à nous-mêmes investiguer, écrire, traduire. Donc, de fait, ça nous interroge, mais en même temps, ça change, ça bouge. Notre métier est en mouvement perpétuel. Et donc, on a de toute façon à s'interroger et à mieux appréhender ce champ des possibles, que ce soit l'analyse, la synthèse, la mise en forme, les chatbots, la synthèse des réunions, la réécriture en FAL que vous avez évoqué. Déjà, beaucoup de composants de ce qui fait le quotidien, notre quotidien et le quotidien de nos équipes. Et je vais laisser Romain animer le temps de questionnement et surtout entendre les questions de nos participants. Merci Cyril. Super, merci Marianne. Je ne sais pas si vous m'entendez, Cyril, si c'est bon pour vous. Bien, parfaitement. Écoutez, effectivement, Marianne le disait, nous, notre métier, il est évidemment bouleversé par toutes ces évolutions technologiques et on a tous un regard vigilant sur ce qui se passe. Alors, j'avais listé quelques questions, mais l'objectif, c'est surtout de laisser le temps à la parole libre et ouverte. Donc, je vais lancer une première question et puis ensuite, je laisserai les intervenants, évidemment, prendre la parole, lever la main s'ils souhaitent poser des questions. D'ailleurs, dans le chat, peut-être. Également, et on espère que vous êtes une vraie personne en face de nous et pas une IA générative. Donc voilà, première question peut-être, effectivement, est-ce que vous avez des exemples très concrets de traitement par l'IA qui donnent une idée de son potentiel dans notre métier? Parce que vous avez montré effectivement des exemples en termes de programmation, etc. Mais nous, on s'interroge vraiment sur est-ce qu'il existe déjà une IA très performante dans notre domaine? Alors, sur quelle partie? Alors, par exemple, nous, on accompagne par exemple des cabinets de conseil qui produisent, en tout cas, la première version des rapports, par exemple, d'analyse sur des sujets directement dans des process automatisés. C'est-à-dire que les consultants vont venir conduire, par exemple, des entretiens. Ces entretiens sont automatiquement retranscrits, automatiquement traités par l'IA, et au regard de la feuille de route initiale, l'IA va pré-rédiger le rapport. D'accord? Et tout ça, à peu près en 5 minutes, donc pour avoir par exemple une version. Donc ça, c'est typiquement un cas d'usage qu'on a. On a d'autres cas d'usage sur réponse automatique aux appels d'offres. Là, on est en train de développer pour certains cabinets. Eh bien, voilà, nous, on a un cabinet là, dans le secteur public qui répond à 800 appels d'offres par an. On est en train d'automatiser la chaîne, puisque effectivement, capter tous les éléments d'un appel d'offres, utiliser mon historique d'appel d'offres pour ensuite rédiger la première version de réponse, venir détecter quels sont les consultants pertinents, mettre en forme leur CV de manière pertinente et venir mettre en forme une première proposition de réponse. Là, on est également capable d'automatiser ça aujourd'hui. Donc voilà, toute ces dimensions-là, on le voit, tout ce qui va relever de façon du travail intellectuel ou d'analyse est capable de produire beaucoup de choses, avec un élément, et ça j'insiste sur ça, forcément dans cette appréhension, on a toujours ce truc de dire l'IA, elle est là pour produire, pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Sachez que l'IA, elle est également hyper performante pour produire des tâches intellectuelles complexes. D'accord? Et peut-être des fois beaucoup mieux que nous. Elle analyse mieux les données. Elle voit des choses déjà à l'intérieur que nous, on ne voit pas. Notre valeur, et j'insiste là-dessus, elle est en train de se dépasser dans l'interaction humaine. C'est vous, la compréhension effectivement des enjeux qu'il y a, des interactions qu'il va y avoir à certains endroits, comprendre les enjeux géopolitiques complexes qui sont humains à certains espaces. C'est là que se trouve finalement une grande partie de la valeur ajoutée. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement une grande partie de la production intellectuelle. Et encore une fois, on n'est qu'au début vraiment de ces IA. Les nouveaux modèles sont en train d'arriver. Et d'ici quelques mois, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça sera la préhistoire par rapport à ce qui arrive. Ouais. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. En tout cas, on avait une question par rapport au… Gilles Roriol, du coup, si vous voulez poser votre question, allez-y.
Oui, bonjour, excusez-moi, j'arrive pas à faire marcher ma vidéo ce matin, donc voilà, vous aurez juste ma voix. Moi, je veux juste me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Après, je vous expliquerai parce que nous aussi, on travaille, on est en train d'essayer d'intégrer l'IA dans notre métier. Mais moi, j'ai quand même 3 limites qui sont en train d'apparaître. Alors, la première, la plus large, c'est une limite politique et géopolitique. C'est qu'aujourd'hui, 80% des datas collectées par l'IA sont aux États-Unis. Donc, en fait, on voit bien, ChatGPT, c'est un outil américain. On est en train d'alimenter une IA américaine. Donc, je pense qu'il faut quand même garder en tête cette dimension-là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà gagné sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va en plus les faire gagner sur l'IA ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver voilà, un mouvement français ou européen sur le sujet? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est plutôt juridique en termes de propriété intellectuelle. Moi, aujourd'hui, je travaille principalement sur des datas qui appartiennent à mes clients. Jamais mes clients me donneront l'autorisation d'envoyer mes datas dans ChatGPT. Pour tout un tas de raisons. Ça peut être des raisons stratégiques, des raisons de business, ça peut être des raisons de protection des données personnelles quand c'est leurs collaborateurs qui s'expriment. Donc, en fait, sur notre métier, en l'occurrence l'analyse de la parole des gens, on est quand même très limité dans l'utilisation d'IA, on va dire, publique. C'est ce qui fait que nous, on essaye d'intégrer en fait des logiques d'IA dans nos propres outils. Et puis, la troisième question est plus technique, c'est sur la question de l'auditabilité et de la vérification de ce que sort l'IA. Nous, on a un problème aujourd'hui quand on soumet à notre propre IA de l'indexation automatique de texte, par exemple, de la classification automatique. Elle nous sort quelque chose dont on peut se dire que c'est pas mal. À vue de nez, c'est fiable à 60-70%. Le problème, c'est que nos clients, ils demandent une fiabilité plutôt autour de 90%. Et qu'on n'est pas capable de savoir où sont les 30% ou les 40% qui sont faux. Et pour ça, on est obligé de tout relire. Donc, en fait, le gain de temps, il n'existe pas vraiment, puisque l'IA n'est pas capable de nous dire, de nous orienter en nous disant, bah voilà, ça a plus de chances d'être juste et ça a plus de chances d'être faux. C'est-à-dire qu'on a un problème de black box, en fait, qui fait qu'on a du mal à améliorer la performance de l'utilisation de l'IA à notre niveau. Voilà. Alors merci en tout cas pour la question. Alors sur ces éléments, et bien évidemment, si l'idée maintenant c'est de venir, c'était uniquement de déployer ChatGPT, effectivement la question s'arrêterait assez vite. Non, aujourd'hui, on déploie, d'ailleurs nous-mêmes, on travaille chez Polaria au déploiement de modèles open source. L'avantage, c'est que la France, d'ailleurs, s'est bien positionnée sur le sujet. Et donc, on déploie aujourd'hui des modèles open source. Moi, je travaille pour le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale parmi mes clients. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas s'amuser à utiliser effectivement ChatGPT pour analyser leurs données. Nous, d'ailleurs, le mois prochain, on annonce le lancement de notre version Ogma, qui est une IA générative qui utilise un LLM open source, donc un large language model, qui est entièrement sur infrastructure française. Et on va continuer à développer. Mistral, qui est une société française qui a levé beaucoup d'argent et déjà a proposé des modèles hyper intéressants. Et on en a d'autres en parallèle. Donc, très clairement, c'est un vrai sujet, mais ce n'est plus un problème. Voilà. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a résolu. On est en capacité, on va être en capacité de produire ce type de système de manière sécurisée. Et effectivement, travaillons avec des cabinets d'avocats, avec des services d'expertise comptable qui ont besoin de maîtriser entièrement leurs données. Donc ça, on est là-dedans. Et d'ailleurs, la France, l'Europe prend le champ de l'open source. Et donc, il est important, effectivement, de s'embarquer là-dedans. Donc, premier point, oui, c'est un sujet, mais c'est quelque chose qui est plutôt résolu. Donc, ça permet d'alimenter deux choses. C'est qu'effectivement, ça nous permet d'œuvrer au déploiement de l'open source qui va casser d'ailleurs la valeur économique des grands modèles propriétaires dans ChatGPT. Et deux, ça nous permet de sécuriser cette partie derrière données. Pardon Cyril, est-ce que ça se joue plutôt au niveau français ou au niveau européen, c'est-à-dire cette question d'IA souveraine? Alors, la France s'est retrouvée plutôt, en tout cas, en tête de pont sur le sujet. L'Allemagne également, avec quelques acteurs pilotes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris un chemin différent qu'on a pu faire par le passé, parce que la France avait le fameux plan calcul pour exister à l'ère informatique. Ça n'a pas trop marché. Et ensuite, on a opéré le fameux plan Minitel pour contrecarrer Internet. Ça n'a pas plus bien fonctionné. Dans les deux cas, on était dans des approches très étatiques et centralisées. Là, il y a une vraie confiance dans les acteurs français et européens. Et donc, on est parti plutôt là-dessus. Et donc, oui, quand même, l'échelle, à un moment donné, elle sera à l'échelle européenne. On a l'IA Act, d'ailleurs, qui vient de sortir et qui va cadrer une grande partie
de ce sujet, de ces sujets-là. Alors, il y a eu tout un débat auquel nous, on a participé également. On a contribué là-dedans pour savoir comment ne pas trop limiter la capacité d'innovation européenne, mais tout en faisant en sorte qu'on respecte nos valeurs. Donc, il y a des garde-fous qui ont été placés. Et on est en tout cas aujourd'hui dans la course. Et oui, je place moi plutôt les choses à l'échelle européenne. C'est à l'échelle européenne qu'on va avoir effectivement ces moyens et ces ressources-là. Donc, ça cadrerait avec la question de la RGPD, qui est nous au cœur de notre métier. Parce qu'on a un vrai sujet sur la transmission de documents. On a vu l'exemple de chargement d'un PDF. Nous, ça pourrait tout à fait être ce type de document transmis par un acteur local. Et nous, dans nos acteurs locaux, il y a des syndicats, des associations culturelles, enfin des choses qui sont quand même très, très sensibles en termes de données collectées, voire des gens qui, tout à fait de manière transparente, nous donnent leur adresse, etc., et la composition de leur ménage. Donc, on a vraiment un sujet autour de ça. De sécurité, bien entendu. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est encore une fois, si le mouvement open source ne s'était pas déployé, on ne serait pas aujourd'hui en train de penser tout ça, parce que bien entendu, on ne va pas autoriser les données à partir finalement aux États-Unis, en tout cas certaines données. Je vous mentionne juste quelques éléments parce que je vois la question de Julien dans le chat. Quand vous utilisez la version gratuite de ChatGPT, version 3.5, ChatGPT s'autorise à utiliser les données pour entraîner son modèle. Donc, effectivement, les données que vous placez peuvent se retrouver dans l'entraînement. Si vous utilisez la version GPT 4+, donc l'abonnement individuel, vous avez un peu plus de protection, mais il y a quand même cette autorisation, a priori, de pouvoir l'utiliser. Et si vous utilisez la version GPT Team, équipe, là, ChatGPT s'est mis en tout cas en conformité avec la RGPD. D'ailleurs, leur siège est basé notamment du coup en Irlande. Et donc, les données que vous placez à l'intérieur ne sont pas réutilisées dans l'entraînement de modèles. On a cependant toujours une limite qui est que voilà, ça reste une société à la fin américaine, mais qui s'est mis en conformité. Et donc, encore une fois, le vrai sujet, c'est de développer des systèmes effectivement qui soient fondés sur des éléments open source. Et je tiens à vous le dire, c'est il faut encore finaliser le développement, mais au cours de cette année 2024, le fait de pouvoir vous doter de solutions qui soient entièrement françaises, entièrement sur serveur sécurisé, entièrement avec des LLM open source, c'est quelque chose, c'est une question encore une fois qui est réglée. D'accord ? C'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui. Nous, par exemple, on vient de signer avec la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Vous imaginez bien que c'est pour leur boîte de recrutement. Ils n'allaient pas s'autoriser à faire. Ils vont déployer un IA génératif. C'est nous qui les accompagnons là-dedans. Donc, encore une fois, le frein de dire que c'est parce que c'est des sociétés américaines qu'on n'y va pas, non, ce n'est plus le cas parce que les technologies françaises et européennes qui n'auront pas 100% de la performance peut-être des technologies américaines, mais offriront 80-85% de la performance des technologies américaines, il y aura un arbitrage. Et donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui faisables.